Parvenus au terme de la première étape de notre réflexion, nous comprenons mieux ce qui rendait cette première hypothèse, il suffit de suivre ses désirs pour être libre, vraisemblable. Elle a en sa faveur un certain nombre d'arguments, elle repose sur une conception tout à fait commune de la liberté. Mais nous avons par la même occasion compris quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas soutenir plus longtemps cette hypothèse. La conception de la liberté qu'on y trouve ne peut pas nous convenir car elle ne nous permet pas de rendre compte de tous les cas de figure. Elle ne nous permet pas notamment d'expliquer la raison pour laquelle certaines personnes, bien qu'elles suivent leurs désirs, en sont les esclaves. Par conséquent, nous devons inaugurer une nouvelle étape de notre réflexion dans laquelle nous nous demanderons ce qu'il faudrait d'autre ou ce qu'il faudrait de plus pour conquérir cette liberté. Compte tenu des insuffisances que notre première étape de la réflexion a révélées, il est donc désormais nécessaire d'en venir à une nouvelle étape dans laquelle nous envisagerons que pour être libres, nous devons faire autrement que de simplement suivre nos désirs. Nous avons sans doute commis l'erreur de penser que chaque désir, par nature, est libérateur. Et manifestement, tel n'est pas le cas. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à la manière dont Épicure, dans la lettre à Ménécée, établit une catégorie des désirs. Ce philosophe de l'Antiquité estime en effet que nous ne devons pas traiter tous les désirs de la même manière et qu'en fonction de leur diverse nature, ils produisent sur notre condition des effets bien différents. On s'attardera ici sur ceux qu'Épicure, ce philosophe de l'Antiquité, fondateur d'une célèbre école, a dénommé les désirs vains. Ces désirs vains, comme par exemple la recherche de la gloire, de la renommée, ou le désir d'immortalité, bien loin de nous conférer une liberté plus grande, nous en dépossèdent. En effet, en cherchant à les satisfaire, nous nous rendons dépendants d'autres personnes, d'autres choses, ou dépendants des circonstances tout simplement. Nous pouvons, pour illustrer ces désirs vains et leur caractère liberticide, nous référer à un autre personnage de théâtre qui sera le pendant d'Hernani que nous évoquions dans l'introduction, à savoir Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare. L'ambition de Richard, son désir d'être roi, le mène totalement et lui fait perdre tout sens de la mesure, il devient la marionnette de sa propre ambition. En présentant Richard III comme un être monstrueux, aussi bien moralement que physiquement, Shakespeare suggère que l'on peut se laisser écraser par ses propres désirs, un peu à la manière, d'ailleurs, dont cela se produit déjà dans la pièce de Macbeth et de Lady Macbeth. Allons plus loin et demandons-nous si ce n'est pas le désir lui-même, par essence, qui est fautif, et si nous ne devrions pas condamner tout le désir et pas simplement telle ou telle catégorie. On peut s'en convaincre si on admet que le désir est bien souvent le contraire de l'autonomie. En effet, désirer, ce n'est pas exprimer sa tendance la plus profonde et la plus authentique, mais c'est toujours accueillir en soi un désir qui nous vient de l'extérieur, qui est insufflé en notre esprit par quelque chose qui nous est étranger. À certains égards, ce n'est pas moi qui fais la démarche de désirer, c'est un certain objet, une certaine personne, une certaine situation,
qui réussissent à se faire désirer de moi en me séduisant. Nous rencontrons ici les analyses de René Girard sur le thème de ce qu'il a lui-même nommé le désir mimétique. En s'appuyant sur la littérature tout particulièrement, cet intellectuel français du XXe siècle a proposé une théorie d'après laquelle, si jamais nous désirons quelque chose, ce n'est pas de notre initiative, ce n'est pas non plus parce que cet objet est en lui-même désirable, mais c'est parce qu'une tierce personne, en désirant cette chose, nous a incités à la désirer à notre tour. Prenons pour exemple le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Au début du roman, Monsieur de Rênal voudrait embaucher Julien Sorel pour en faire le précepteur de ses enfants. Mais son désir de donner à ses enfants un précepteur ne vient pas de l'intérêt qu'il leur porte, mais de la rivalité qui s'est créée entre lui et un autre des habitants de la ville. Il désire donc embaucher Julien Sorel simplement parce que ce désir lui est suggéré par son rival. Plus loin dans le roman, Julien Sorel veut reconquérir le cœur de son ancienne amante, Mathilde, et afin de se rendre à nouveau désirable à ses yeux, il choisit de faire ostensiblement la cour à une autre femme, afin que Mathilde, jalouse, voyant le désir que Julien est capable de susciter chez une autre, se mette à le désirer de nouveau. On en tirera deux conséquences. La première est qu'à suivre ses désirs, on ne devient pas libre. Au contraire, on se place sous la coupe de quelqu'un d'autre, de la personne qui, sans qu'on le sache toujours très consciemment, nous a inspiré ce désir. Deuxièmement, pour être libre, il vaudrait mieux ne pas suivre ses désirs, mais bien plutôt s'en débarrasser, s'abstenir de désirer. Cette deuxième conséquence, qui prend acte du caractère mimétique et donc aliénant du désir, n'exige-t-elle pas de nous toutefois quelque chose de tout à fait impossible? S'attendre à ce que nous ne désirions plus, à ce que nous nous libérions non pas par le désir, mais à ce que nous nous libérions du désir, peut paraître quelque chose de tout à fait inaccessible à un être humain. On raconte ainsi qu'au terme de nombreuses batailles, Alexandre le Grand parvint jusqu'à Athènes, où il rencontra le philosophe Diogène le Cynique. Alexandre le Grand et sa soif de conquête étaient une incarnation idéale du désir dans tout ce qu'il peut avoir de dévorant. Lorsque ce dernier proposa à Diogène, dont il connaissait la réputation, de satisfaire le moindre de ses désirs, le sage athénien lui répondit simplement qu'il souhaitait qu'il s'écartât de son soleil. Du point de vue de la grandeur, ce n'est pas Alexandre qui fait de l'ombre à Diogène, mais bien plutôt Diogène qui en fait à Alexandre. Il est capable, beaucoup plus et beaucoup mieux qu'Alexandre, d'étouffer en lui la trace de tout désir. Alexandre est à ce moment-là peut-être le maître du monde, mais Diogène est parfaitement maître de lui-même. Mais pas plus qu'Alexandre le Grand, nous ne pouvons rivaliser avec Diogène, et nous ne pouvons sérieusement envisager de maîtriser, comme lui le fait, tous les désirs qu'en permanence nous accueillons dans notre esprit. C'est pourquoi nous serions désormais tentés de tirer de nos réflexions précédentes une autre conclusion, non pas la nécessité d'une sorte d'amputation de nos désirs, mais plutôt l'impossibilité pour nous de parvenir à la liberté dans la mesure où il y aura toujours en nous des désirs
et des désirs qui seront la trace de l'influence des autres sur nous.